Donc, ce que je vais faire, je vais vous faire une présentation de plus ou moins un quart d'heure, 20 minutes sur Word sur comment faire vraiment la mise en page rapide et efficace. Parce que de temps en temps, je vois du monde qui sont encore en train d'écrire leur rapport, puis ils disent «Ah oui, la mise en page, je la ferai plus tard». Puis quand vient le jour où ils font la mise en page, je leur demande alors, ça s'est bien passé? Puis ils disent «Ah ouais, ça fait 6 heures que j'y suis». Puis quand j'ai bientôt terminé, je dis «Alors comment est-ce que tu fais pour mettre 6 heures sur la mise en page alors qu'en 20 minutes, c'est réglé, puis ça marche super bien». Donc c'est ça. Puis après, il y aura un 10 minutes d'Excel où je vais plutôt montrer toutes les possibilités qu'il y a, les différents outils et ce qui est possible de faire parce que souvent les gens ne se rendent pas compte de ce qui est possible de faire avec Excel. Puis je ne vais pas partir dans les macros et tout ça parce que enfin, code à côté, mes traitements de données, j'ai fait là-dedans. Mais pour afficher des données pour des gens souvent qui sont pas très techniques, pour des gestionnaires ou des trucs comme ça, c'est des outils qui peuvent être interactifs et très bien marcher. Donc dans Word, la première chose en fait que je vais vous dire, juste avant de commencer, allez dans les onglets d'affichage, vous pouvez régler différents paramètres, notamment quand vous faites des grands documents, vous avez plein de titres, ça peut être utile d'afficher la navigation, d'activer les règles qui serviront pour les tabulations, on en reviendra plus tard. Puis quand vous travaillez sur des longs rapports avec des résumés, des introductions, vous écrivez votre conclusion des parties, ça peut être intéressant de dupliquer vos fenêtres juste pour avoir un œil sur les définitions que vous avez utilisées au début, puis ne pas réécrire des choses contradictoires au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'était le premier truc. Alors deuxième truc que je vois aussi, erreur de débutant, c'est les textes. Vous pouvez les justifier, donc les centrer, les mettre à gauche ou les mettre à droite. Du texte, on est d'accord, vous l'écrivez jamais justifié à droite, parce que c'est moche. Du coup, il n'y a aucune raison que vous justifiez uniquement à gauche. Parce que ça fait juste pas fini, puis vous verrez très rarement des livres avec ça. Donc, vraiment, quand vous faites des rapports, surtout des rapports techniques, justifiez tout le temps à droite et à gauche. C'est le premier et le dernier conseil que je vous donnerai avant de commencer. Parfait. Donc, la première chose à faire, en fait, que je vais vous parler, c'est les styles. Les styles dans Word, c'est vraiment très puissant, puis ça permet de faire une mise en page homogène dans tout votre document, sans que vous ayez à traiter chaque paragraphe ou chaque titre indépendamment. Donc, par exemple, ici, c'est un paragraphe de texte que j'ai déjà mis en forme, donc la police, la taille, etc. Puis ici, en haut, dans l'onglet accueil, vous avez les différents styles. Donc, vous pouvez cliquer sur un style, puis mettre à jour pour correspondre à la sélection. Ça permet, si jamais vous faites des modifications, vous décidez de mettre une tabulation en début de paragraphe, que ça le mette sur tous vos autres paragraphes, ou de vraiment travailler juste sur un truc, puis que ça automatise sur tout le reste. Ça, c'est la première chose que moi, je vois du monde encore qui font «Ah, bah, je veux mettre une tabulation, alors je mets une tabulation ici, je mets une tabulation ici, je mets une tabulation ici». C'est le truc qui met 10 secondes, t'en as pour une demi-heure sur un texte, sur 100 pages. Deuxième chose, pour les titres, parce que généralement, vos documents, il y a toujours des titres. Donc, imaginez, on va vous mettre un exemple de section et sous-section. Simplement, ça ne sert à rien pour les exemples. Donc, on veut avoir des titres qui se numérotent automatiquement. Quand vous allez insérer une section parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez oublié quelque chose, vous n'allez pas vous amuser à renuméroter toutes les sections qui sont en dessous. Donc, pour ce faire, vous pouvez aller donc toujours dans l'onglet accueil, dans paragraphe, liste à plusieurs niveaux. Donc, vous cliquez sur la petite flèche et définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Donc, ça vous ouvre une petite fenêtre. Puis ici, vous pouvez venir gérer comment marche votre liste. Donc, par exemple, on a dans les dans les styles, on a des styles pour les titres de niveau 1, de niveau 2, et ainsi de suite. Donc, notre premier numéro, ça va être notre titre 1. On va lui dire 1 avec un point à la fin. Puis, après le chiffre, on veut un espace et notre titre. Donc, on va faire OK. Puis, ici, on a notre titre qui va s'incrémenter au fur et à mesure. Hop. On y retourne pour modifier le reste. Puis, on peut faire la même chose pour les autres. Donc, le deuxième, ça va être avec notre titre 2. On garde un espace après le point. Puis, on peut venir aussi inclure la numérotation des sections précédentes. Donc, par exemple, on va vouloir inclure le numéro de la section. On peut mettre un point, un tiret, ce qu'on veut. Et maintenant, dire notre sous-section,
comment est-ce qu'elle va être numérotée? Est-ce qu'on continue avec des 1, 2, 3, 4, où on met des chiffres romains, des lettres, et ainsi de suite. Puis, je vais le faire rapidement pour le troisième niveau. Donc, on peut mettre notre chiffre 3, on dit qu'on a un point. Pareil, on va inclure les numéros des niveaux précédents. Donc, le numéro de la section 1, le numéro de la section 2, puis notre troisième numéro. Donc, à quoi ça ressemble ici? On va passer ça en titre 2 et en titre 3, puis vous voyez, ça s'incrémente automatiquement. Si jamais je rajoute une section, les autres sont numérotées, puis ça fait gagner beaucoup de temps. Donc après, ici, il y a juste besoin de mettre à jour les différents titres, si jamais ça n'a pas été fait. Donc voici, la prochaine chose aussi que je rencontre que les gens ont beaucoup de problèmes avec, c'est la numérotation des pages. Pas tellement de mettre des numéros, mais plutôt de gérer que la page titre n'a pas de numéro, que les premières sections avec les tables des matières, la liste des tableaux, les résumés, tout ça, ont des chiffres différents, par exemple en numérotation, en chiffres romains et non en chiffres arabes. Donc par exemple, moi dans le cas de la faculté de foresterie, c'est la page titre, elle n'a pas de numéro, les premières sections c'est chiffres romains, puis le texte c'est en chiffres arabes. Donc il y a un outil qui est puissant dans Word, c'est les sauts de section, qui va vraiment permettre de diviser votre document en plusieurs sections, puis chaque section, si jamais vous allez par exemple changer le type de page en portrait ou en paysage, ça affiche une section au complet. Donc en ajoutant des sections, vous pouvez avoir des sections avec plusieurs colonnes, une seule, en paysage ou pas, ainsi de suite. Donc dans l'onglet de mise en page, dans saut de page, vous avez les différents sauts de section. Ici, voilà. Puis on va en réinsérer un. Parfait. Donc, oui, ce que j'avais oublié, ma fiche. On va aussi parler de la table des matières. Donc, on a des titres numérotés. On veut insérer une table des matières dans l'onglet référence. Mais ça veut bien charger, ça met un peu de temps d'habitude. On peut venir insérer donc une table des matières qui va respecter exactement nos différentes sections, puis qui peut se mettre à jour dynamiquement en choisissant de la mettre à jour. Donc pour nos numéros de page, ici vous voyez qu'on en a déjà. C'est pas grave, on va l'utiliser. Donc on a nos différentes sections. La première chose à faire, c'est vous cliquer sur, par exemple, sur votre seconde section. Dans Insertion, vous pouvez gérer tous vos numéros de page, comment ils fonctionnent. Donc ici, par exemple, on peut aller dans le format des numéros de page et décider est-ce qu'on veut des chiffres arabes, des chiffres romains, des lettres, ce qu'on veut, puis à partir de quand ça commence. Est-ce que c'est à la suite de la section précédente? Donc, parce que si jamais on a le chiffre romain 1, 2, 3, puis ensuite on passe à une section de texte, on continue sur du 4, 5, 6 en chiffre arabe, ou est-ce qu'on les garde, on repasse à 1, 2, 3. Donc ici, on va dire à partir de I, on peut venir dans l'onglet création, délier en fait les sections à la section précédente, parce que souvent les sections elles sont liées en fait. Donc par exemple pour les numéros de page, si vous mettez un numéro de page sur une section, ça va l'afficher au précédent également. Donc une fois que vous avez délié vos sections, vous pouvez supprimer le numéro de votre page titre, par exemple, sans que ça supprime les autres numéros de page. Puis ça, c'est le problème le plus fréquent que je rencontre à les gens qui arrivent à numéroter mes trucs et ne pas enlever le numéro d'une page d'un truc, c'est juste que les sections sont liées entre elles. Puis, ici, pour notre section de texte, on peut venir toujours dans le numéro de page, donc dans la section insertion, venir modifier. Est-ce que je veux, par exemple, que ça recommence à 1 ou que ça continue comme j'ai dit tantôt. Donc ça, c'est pour la première partie, vraiment un template de base. Donc avec les numéros de section, les numéros de page. Maintenant, on va passer à la suite. Non, mauvais document. Mon projet est terminé. Donc il est aussi possible d'avoir des listes, des tableaux, des listes des figures, des listes d'équations. Donc ça c'est pratique, puis ça fonctionne un peu de la même manière. Notez au passage que quand vous sélectionnez du texte,
vous voyez qu'il y a du texte qui est en gris plus foncé. Ça, c'est les éléments qui sont dynamiques, les champs de code, et c'est ce qui peut se mettre à jour automatiquement. Donc ici, par exemple, j'ai deux tableaux. Donc imaginons que j'insère un nouveau tableau ici. Il est possible, plutôt que de nommer manuellement le tableau en installant une ligne, en écrivant tableau 1, blablabla, non. Vous sélectionnez votre tableau, vous allez dans référence. Puis, dans référence, ah oui, voilà. Vous avez inséré une légende. Donc ici, vous pouvez dire est-ce que c'est un tableau, est-ce que c'est une figure, est-ce que mon nom doit être en dessous ou au-dessus. Puis vous pouvez également changer le texte de la légende, par exemple pour des équations, si vous ne voulez pas qu'il y ait écrit équation 1, équation 2, mais juste 1, 2, 3. Ça arrive souvent dans les textes motivés, comme juste équation 1, équation 2, vous pouvez exclure les textes de la légende. Donc ici, on a notre tableau 2.1. Il faut savoir que les tableaux ne se mettent pas forcément à jour aussi bien que les types de sections. Donc si vous sélectionnez tout votre texte avec un CTRL A, vous passez sur la souris sur un des champs dynamiques, vous pouvez mettre à jour tous les champs. Donc ça, c'est pas important de le faire tout le temps, mais ça vous permet de mettre à jour tous les types de tableaux. Donc comme ça, quand vous en insérez un, ça met à jour les autres. Maintenant, si jamais vous voulez référer à ce tableau, comme pour le reste, on peut renvoyer des valeurs. Donc, par exemple, je peux citer mon tableau 2.2, puis j'ai pas envie d'écrire tableau 2.2 dans mon texte, parce que après, si jamais ça devient un tableau 2.3, il faut que je change. C'est souvent des erreurs en fait qui sont commises parce qu'on oublie ou on ne voit pas notre citation. Donc, pour ce faire, toujours dans l'onglet récent, qui est merveilleux, vous pouvez effectuer des renvois. Donc, vous pouvez renvoyer à n'importe quel élément dynamique, que ce soit une section, que ce soit une expression, une figure ou un tableau. Donc, vous avez votre liste de tableaux. Vous pouvez renvoyer la légende entière si vous voulez, ou juste le texte et le numéro. Donc, par exemple, là, ça va me renvoyer juste tableau 2.2, et vous pouvez l'insérer. Donc ici, vous voyez là, quand je sélectionne, c'est un élément dynamique, vous pouvez le mettre entre parenthèses. Puis, si jamais j'ai un tableau qui est supprimé, comme je vous le disais tantôt, les tableaux ils se mettent pas toujours à jour, les renvois non plus. Donc comme je vous le disais, on va mettre à jour les champs, puis ici la valeur elle se met à jour, et tous mes types de tableaux se mettent à jour directement. Donc ça vous évite vraiment de passer du temps à la fin de pouvoir faire la mise en page faites là au début, puis vous mettez en fait une demi-heure en fonction de votre truc à faire un document que vous sauvegardez en template. Puis après le template, durant toutes vos études, si jamais vous êtes dans une faculté où les règles sont toujours identiques, vous avez toujours le même template et vous n'avez pas à chaque fois du temps à repasser sur une section, donc c'est vraiment gagner pas mal de temps. Deuxième chose, dans les tableaux, vous voyez ici, là j'ai un exemple, je vais juste vous donner pour qu'on le voit bien. Quand vous avez des chiffres, les chiffres, quand vous les centrez, s'ils n'ont pas le même nombre de décimales, ça peut vite devenir en fait pas très propre. Parce que on a des centaines, on a juste des unités, donc c'est, en juste jetant un coup d'œil, on voit mal lequel est le plus gros. Donc vous avez les tabulations. Ça, les tabulations, c'est en haut du tableau, vous avez des petits signes qui sont les paquets de tabulation, puis qui permettent d'aligner votre texte. Donc il y a une tabulation, c'est la tabulation décimale, donc qui est comme un T renversé avec un point. Donc ça, vous le sélectionnez, puis vous passez votre souris sur la règle à peu près au-dessus de vos chiffres. Puis ce qui va se passer, c'est que les chiffres, les points vont être alignés sur cette règle. Donc là, ça marche pas parce que mes chiffres sont centrés, mais dès que j'arrête de les décentrer, ils vont être vraiment alignés sur le point. Puis ça fait des chiffres beaucoup plus propres dans des tableaux, plutôt que d'avoir des chiffres qui sont alignés sur rien du tout et juste tout à gauche. Et c'est un peu messy. Là au moins, on voit directement les ordres de grandeur. Sachez également que les tabulations, quand on les voit dans Word, c'est une petite flèche, comme ça. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais dans Word, quand vous faites de la mise en page, moi je trouve que c'est très
nécessaire et obligatoire d'afficher tous les caractères. Donc ça, c'est un affichage comme vous l'imprimeriez. Et ça, c'est l'affichage avec tous les caractères, les sauts de ligne. C'est dans l'onglet accueil, puis afficher tout. Et donc, ça vous permet de voir tous les caractères et d'être sûr que, par exemple, entre deux paragraphes, vous n'avez pas juste fait un autre saut de ligne. Parce que c'est le genre de caractère inutile qu'on veut supprimer dans Word, parce que c'est des exceptions qui vont faire que vous allez devoir repasser manuellement sur tous les éléments. Donc, si jamais vous voulez gérer votre espacement, vous pouvez aller dans l'onglet mise en page, et vous avez les différents espacements avant ou après vos paragraphes, plutôt que de mettre un saut à la ligne manuellement que vous allez oublier plus tard. Puis vous allez imprimer une fois votre document, vous allez dire ah bah j'ai un saut à la ligne, je ne comprends pas pourquoi, puis de retourner dans votre document pour rien. Donc les tabulations, je parlais des paquets de tabulation tantôt. Les tabulations, en fait, il n'y a pas besoin de les additionner comme on voit souvent. Vous pouvez juste en faire une seule. Sélectionner la tabulation que vous voulez. Donc, en fonction de la barre, vous pouvez aligner votre texte à gauche, à droite ou au centre. Puis la souris en gardant sur la règle. Voilà. Vous pouvez venir mettre votre texte à la fin ou au milieu si vous le voulez. Donc c'est comme ça que les tabulations ça fonctionne, il n'y a pas besoin de venir en ajouter de toute façon. Je vais parler de deux choses encore, des équations dans Word, parce que beaucoup de gens s'accèdent après les équations dans Word, et la partie de révision. Donc, les équations. Donc pour insérer une équation dans Word, c'est onglet insertion, puis juste insérer une équation. Donc il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, parce qu'en fait, ils disent qu'il faut forcément aller jouer dans à la souris, en fait, dans tous les trucs, puis que ça met 3 heures à écrire une équation. Alors en fait, les équations dans Word, depuis un moment maintenant, mais comme vous voyez, désolé, j'ai plus le signe de l'oblique. Quelqu'un peut le faire? Non. En fait, pour en revenir à ce que je disais, les équations dans Word peuvent être écrites à la main, puis se formater tout seul. Il faut juste le chiffre. Donc, par exemple, si vous écrivez sum avec un tiret vers le bas pour écrire vers le bas, vous pouvez rapidement venir écrire des équations. Puis, ça met vraiment pas beaucoup de temps, et là, il faut juste le savoir que ça existe, parce que sinon, bah, on ne sait pas, puis on s'amuse à écrire tous les trucs à la main. Mais c'est possible à faire, puis il y a quelques restrictions, parce que ça reste du Word, on ne peut pas tout faire, mais ça permet vraiment d'écrire des équations rapidement, sans prendre beaucoup de temps, puis c'est ça que ça peut donner. Moi, ça c'était dans le cadre de mon projet, mais ça, j'ai peut-être mis au total une demi-heure à l'écrire, puis une fois qu'on connaît les chiffres, ça va relativement rapidement. Donc, pour les équations, là, vous voyez, j'ai les numéros, il y a tout qui est aligné, qui est propre. Pour faire ça facilement, en fait, on utilise des tableaux. Donc, vous pouvez venir insérer des tableaux. Par exemple, une ligne avec 3 colonnes. Votre équation, vous pouvez la mettre ici. Vous pouvez, dans vos équations, comme pour les tableaux et les légendes, insérer des numéros d'équations. Donc, à chaque fois que vous allez réinsérer une équation, ça va rajouter un numéro. Puis, votre numéro d'équation, par exemple, vous le mettez dans la dernière partie de votre tableau. Vous sélectionnez votre tableau, vous enlevez les bordures, comme ça on ne voit pas qu'il y a un tableau. Puis, ensuite, ça, vous pouvez l'enregistrer. Donc, dans Insertion, les coups de part permettent en fait de sauvegarder un objet, puis de le réinsérer par la suite. Donc, si vous faites enregistrer la sélection, vous lui donnez un nom, par exemple, une expression ou ce que vous faites, vous pouvez par la suite venir réinsérer en fait votre équation. Donc naturellement là, vous auriez les chiffres qui vont s'incrémenter, puis comme pour les listes de tableaux ou
dans la référence, vous pouvez venir faire insérer une table des illustrations qui va vous permettre d'insérer équation 1, page 100, équation 2, page 100, équation 3, page 100, etc. Donc c'est vraiment des outils très pratiques. Maintenant, le dernier petit truc dans Word avant de passer à Excel, c'est je vous conseille vraiment d'utiliser les surlignages. Par exemple, moi dans mon mémoire, c'était pas très long, c'était 60 pages, mais j'utilisais énormément le surlignage pour mettre en évidence des éléments. Par exemple, toutes les citations étaient en jaune, tous mes renvois étaient en violet, toutes mes abréviations étaient en turquoise, enfin, toutes les premières abréviations étaient en turquoise. Puis ça permet d'avoir un texte où on voit directement où est-ce qu'elles sont mes citations, où est-ce que j'ai mes premières abréviations qui apparaissent dans le texte, etc. Donc, enfin, surtout pour les citations là, je vous conseille de faire ça, puis d'utiliser un logiciel type Génial, Note ou tout ça. Si jamais vous ne connaissez pas ces logiciels pour les citations de papier, ça fait de quelque chose d'incroyable, surtout quand il vient le temps d'écrire la bibliographie. Donc maintenant, pour les révisions, on travaille souvent à plusieurs sur un document, les projets de groupe, j'en ai tellement bon souvenir, incroyable. Donc Word permet de faire des modifications de manière non destructrice, c'est-à-dire qu'il ne va pas venir écraser de manière définitive le texte qui était avant. Donc pour ce faire, il y a un onglet spécial, l'onglet révision, dans lequel on peut ajouter des commentaires, mais aussi faire des modifications directement dans le texte. Il faut activer le suivi des modifications, puis en fait, toutes les modifications que vous allez faire vont apparaître en rouge ou en bleu ou en vert en fonction de s'il y a plusieurs personnes. Puis, il faut aussi savoir que vous pouvez cacher ces marques, histoire de juste voir le texte final ou de voir vraiment toutes les révisions ou uniquement l'original. Donc, ça, c'est très pratique. Là. Moi, je vois encore du monde qui le barre vraiment à la main, qui réécrit du texte et qui le met en couleur rouge ou un truc comme ça. Et puis, mais qu'est-ce que tu fais là? On n'est pas en 1900 quand Word était sorti, ou je ne sais pas quand on est sorti exactement Word. Enfin, 1900, je trouve peut-être un peu loin, mais mais c'est ça là. Il y a quand même beaucoup d'outils qui existent. Donc ça, c'était la partie Word. Comme je vous ai dit, je vais faire une partie Excel. Donc Excel, je vais plus partir vraiment de la base débutant, puis pour montrer rapidement sur les possibilités qu'il y a. La première chose que je vais parler, c'est les cellules et les signes de dollars. Par contre, je vais juste regarder un moment, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. C'est Adobe Connect. Ouais, on n'entend rien des fois. J'imagine qu'on entend toujours bien. Donc, vous savez, dans Excel, quand vous faites une formule, si jamais vous déplacez votre formule, les cellules de référence vont bouger également. Donc, par exemple, ici, on avait mis la cellule D2, puis lorsqu'on va décaler notre cellule vers la droite, notre cellule D2 va aussi se décaler. Les dollars, donc vous pouvez appuyer sur F4, en fait, ils vont les mettre, va permettre de figer la lettre ou la ligne qui est juste après. Donc par exemple, si je mets C$2, ça va figer la ligne 2. De manière que si jamais je descends ma cellule, ma cellule de référence va toujours rester sur la même ligne. La même chose en fait avec les lettres. Donc par exemple, pour la table de multiplication, la deuxième tête, on veut donc multiplier le 1 par le 1, le 2 par le 1 et ainsi de suite. Donc pour la ligne, on veut figer les lignes, on veut figer le 2, et pour le reste, on veut figer les lettres. Donc de cette manière, on peut venir vraiment déplacer comme on veut nos cellules, puis que les formules, ça soit vraiment on veut que ça soit, puis que ce soit pas de maintenant, je vais parler vite fait des fonctions. Donc les fonctions dans Excel, c'est assez simple. Vous avez généralement un égal au début de la ligne. Vous avez le nom de la fonction et entre parenthèses, un ou plusieurs arguments qui sont séparés par des points virgules.
Certaines fonctions n'ont pas besoin d'arguments, par exemple des fonctions clic qui renvoient des chiffres optiques. D'autres prennent n'importe quoi comme n'importe quoi. Ils peuvent prendre des cellules, ils peuvent prendre des chiffres, ils peuvent prendre des plages de cellules. Donc, par exemple, c'est le cas de la fonction somme, qui fait la somme en fait de tous les chiffres. Certains, au contraire, demandent vraiment des arguments fixes. Donc, par exemple, c'est l'exemple de la fonction si. Donc, quand vous écrivez une fonction, vous avez le nom de la fonction. Vous avez les différents arguments. Donc, par exemple, le test logique. Donc, est-ce que ma cellule est plus grande que temps? Est-ce que ma cellule est égale à ça? Est-ce que, enfin, toutes sortes de tests logiques. La valeur qui est renvoyée si c'est vrai et la valeur qui est renvoyée si c'est faux. Donc, si, par exemple, si la cellule B3 est plus grande que la cellule B3, ça me renvoie le texte vrai, sinon ça me renvoie le texte faux. C'est pareil, on peut bouger notre texte. Les fonctions, elles ne fonctionnent pas de manière indépendante. On peut les imbriquer. Donc, par exemple, ici, on a différentes personnes. On a la taille des personnes, le poids des personnes, leur IMC, qui est l'indice de masse corporelle, donc, calculé avec la formule. Puis, ici, on a un descriptif en fonction de l'IMC qu'on a. Donc, généralement, si l'IMC est plus petit que 18,5, c'est sous la normale. Si l'IMC est 18,5 et 25, c'est soit santé. S'il est plus grand, 25, c'est un bon point, etc., etc. Il y a plusieurs critères. Donc, ici, ce qu'on cherche, c'est avoir le descriptif en fonction de notre tableau. Donc, on peut imbriquer des si les uns dans les autres en disant, s'il est plus petit que 18,5, il est sous la normale. Sinon, on imbrique un autre si en disant, s'il est au-dessus de 30, il vous baisse. Si jamais c'est au-dessus des deux premières valeurs, c'est ça, et ainsi de suite. Donc, les imbrications, on va aussi les voir pour les formules index et équivalence qui permettent de faire des recherches dans des tableaux à plusieurs entrées. Donc, ça peut vite devenir compliqué. Moi, quand j'ai découvert, j'ai vraiment appris à utiliser Excel. C'était dans un stage que j'avais l'été. Puis, par exemple, je ne connaissais pas les tableaux croisés dynamiques, je reviendrai plus tard. Donc, j'avais des tableaux avec des formules qui étaient sur 4 ou 5 lignes. Alors, je ne disais pas qu'on avait un problème sur des degrés 9, c'est impossible. Surtout que Excel, c'est pas vraiment fait pour coder. Donc, voilà. Essayez de garder ça court, au pire, faites des cellules intermédiaires. Après, vous pouvez masquer. Donc, ici, comme on dit sur le colonne, on va en masquer ou afficher. Maintenant, les mises en forme conditionnelles. Les cellules, il est possible de leur donner une mise en forme en fonction de la valeur qu'il y a. Donc, dans l'onglet accueil, dans mise en forme conditionnelle, il y a tout un tas de règles. Ça peut être les cellules supérieures à temps, les cellules entre deux valeurs qui sont égales, qui contiennent du texte. Vous pouvez aussi seulement afficher les cellules, et par exemple les 10 cellules les plus hautes, enfin qui ont la valeur la plus haute dans votre feuille de cellules auront une certaine mise en forme, etc. Avoir des barres en fonction de l'indice et des autres valeurs. Donc c'est vraiment beaucoup de choses. Par exemple, ici, dans gérer les règles, tout ce qui est poids santé, donc entre 18,5 et 25, c'est en vert, puis les autres, ça va en jaune, si c'est une classe à côté, puis après ça devient en rouge pour obésité. Donc ça peut être pas mal pour repérer rapidement des valeurs, si jamais vous aviez, par exemple, des valeurs, si vous ne devriez pas avoir de 0, vous pouvez mettre que si jamais il y a un 0, ça devient rouge, et vous le voyez directement. Aussi, un truc important que je vois souvent, enfin que je voyais souvent quand j'étais auxiliaire d'enseignement, c'est j'allais dans des tableaux Excel de personnes, et je voyais des choses comme ça avec 300 chiffres après la virgule, puis est-ce que c'est vraiment nécessaire là, juste pour la lisibilité du tableau? À un moment donné, là, ça marche très bien avec juste une décimale, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Alors il ne faut pas nécessairement en rajouter plus. Puis, vu que je viens de le faire, les tailles des colonnes, vous pouvez les mettre automatiquement en double-cliquant entre deux colonnes, vous sélectionnez, puis au lieu de les déplacer, vous double-cliquez, ça peut toujours être bien pour compacter tout ça. Maintenant, donc je vais vous parler de la recherche V, qui est une fonction quand même assez utile, puis l'ouverture des fichiers .csv, donc ce sont des fichiers texte avec des séparateurs. Donc, il est possible qu'un jour, vous ayez à travailler avec des fichiers CSV. Donc, les fichiers CSV, à quoi ça ressemble? Souvent, c'est
vous avez une première colonne qui est écrite, puis vous avez un séparateur qui va être une virgule, une tabulation, un point de virgule, un espace, n'importe quoi, votre deuxième colonne et ainsi de suite. Donc quand vous l'ouvrez dans Excel, parfois il le gère bien, parfois il le gère mal. Donc quand il le gère mal, en fait, vous avez tout qui est sur une colonne, puis c'est pas utilisable. Dans l'onglet des données, vous pouvez cliquer sur convertir. Donc c'est peut-être pas forcément, ça va pas ressembler forcément à ça si jamais vous êtes sur les versions d'Excel 2016, etc. Mais c'est vraiment dans données. Puis dans convertir, en fait, vous pouvez lui indiquer c'est quoi vos séparateurs. Donc est-ce que c'est une largeur fixe, par exemple, une de vos colonnes c'est forcément 10 caractères, ou au contraire, est-ce que c'est des caractères qui vont marquer les différences de colonnes. Par exemple, dans notre cas, c'est les virgules. Donc on lui indique que notre séparateur, c'est les virgules, puis Excel va nous séparer ça. Donc ici, par exemple, on a des noms et des codes postaux associés à ces noms. On a un autre tableau avec les noms de villes et en fonction des codes postaux. Donc en fait, la fonction recherche V, qui est pour recherche verticale, c'est aussi une fonction recherche H pour recherche horizontale, ça va vous permettre de venir chercher une valeur dans un tableau et de vous renvoyer une valeur associée à cette première valeur. Donc par exemple, ici, ce qu'on veut aller chercher, c'est le code postal dans notre tableau de code postal ici. Donc on vient sélectionner notre cellule, ensuite on vient sélectionner notre tableau, c'est notre table matrice. On va venir appuyer sur F4 pour mettre les dollars sur notre table, histoire qu'elle ne glisse pas lorsqu'on va déplacer notre cellule vers le bas. Puis comment ça fonctionne? En fait, la recherche V, ça va venir par exemple nous chercher notre chaîne de caractères A4, B3, V9, R3. Donc il va venir la chercher, il va la trouver, puis ensuite il faut lui dire il va sélectionner la ligne, puis il faut lui dire dans quelle colonne se situe la valeur qu'on veut. Parce que là on a juste 2 colonnes, mais on peut très bien faire une recherche verticale dans un tableau qui a 10 colonnes. Donc ici on va lui dire tu me recherches la valeur bleue dans ma table rouge, et tu me renvoies la deuxième valeur que tu trouves dans cette ligne. Donc tu vas venir chercher la 4, tu vas renvoyer la deuxième colonne. Puis le dernier chiffre, en fait, c'est si on veut une correspondance exacte ou approximative. Personnellement, je vous conseille tout le temps d'utiliser la correspondance exacte. Ça évite pas mal de problèmes, surtout qu'on ne travaille pas juste avec des chiffres, mais vraiment avec des chaînes de caractères. Donc ainsi, hop, on appuie sur le petit bouton droit, et donc on a toutes nos villes par personne. Donc ça, c'est vraiment une fonction qui est rapide si vous faites des joints de table dans Excel. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire des joints de table, hein, il faut enfin, si jamais vous travaillez dans autre chose, ça peut être utile, mais si jamais vous avez seulement accès à Excel, ça sauve pas mal la vie, là, surtout quand vous avez des tableaux très longs. Maintenant, je vais parler des noms de cellules. Donc, quand vous travaillez juste sur un onglet, c'est pas forcément important. Quand vous travaillez sur une dizaine d'onglets, ça peut être bien de nommer en fait une cellule ou une plage de cellules, plutôt que de dire, alors, de faire la somme de ma plage qui est ici, puis ensuite ça qui est dans un autre onglet. Mais quand vous regardez votre formule, après, vous ne savez pas forcément à quoi ça réfère. Donc, une des possibilités, quand vous sélectionnez une cellule ou une plage de cellules, dans les données, vous pouvez attribuer un nom, donc formule, quoi. Donc, formule, vous pouvez définir un nom. Donc, ici, par exemple, je dis, cette plage, je vais l'appeler taille. Ça va être ce nom existe déjà. Taille 1. Puis ensuite, quand vous faites une fonction, vous pouvez référer à cette plage de cellules par son nom directement. Et ça peut devenir beaucoup plus lisible si jamais vous donnez des noms pour avoir une nomenclature qui soit identique là tout le temps, mais ça peut vraiment, quand vient le temps, soit d'écrire la formule ou juste de voir qu'est-ce qui ne marche pas, ça peut être très utile. Maintenant, je vais vous parler des validations de données. Donc les validations de données, en fait, ça permet, lorsqu'on saisit des données, d'être sûr que les données qui sont saisies vont faire uniquement partie d'un ensemble de données et auront peut-être la même orthographe.
Si jamais vous écrivez si jamais vous faites une compilation de différentes choses et que vous dites que vous avez Québec sans E accent aigu, que vous avez un Québec avec un E accent aigu, que vous avez un Québec avec une minuscule, Québec à écrit avec une minuscule, là ça devient compliqué. Et quand on travaille tout seul, on peut avoir la discipline de le faire. Quand on travaille à plusieurs, ça marche pas. C'est sûr et certain. Juste dans les formulaires, par exemple, on demande le nom et le prénom, les orthographes. Il y en a qui mettent des minuscules, d'autres qui écrivent tout en majuscules, etc. Donc c'est sûr que ça marche pas. Donc pour créer pour utiliser les validations de données, vous avez dans l'onglet données la validation. Donc vous sélectionnez par exemple, on va dire la ville, non pas la ville, le statut. Vous venez dans validation de données, puis vous pouvez autoriser par exemple une liste de valeurs ou une date comprise entre par exemple janvier 2018 et février 2020, ou forcer que ça soit un nombre entier, etc. Donc vous pouvez venir dire les valeurs qui vont être dans cette plage, uniquement cette liste, et que cette liste, ce soit celle-ci. Donc on a précédemment une colonne avec les valeurs uniques. Puis maintenant, lorsqu'on va venir dans le statut, on va pouvoir choisir membre ou ancien, par exemple, et à savoir qu'il est possible en fait de forcer Excel à imposer ces valeurs. Donc si jamais on écrit membre 1 ou quelque chose d'autre, il va dire non, ça marche pas, je veux pas que tu me rentres la valeur, ou juste de lui dire un avertissement en disant hey, t'as un problème, c'est pas ce que t'es censé avoir. Maintenant, Excel, c'est quand même un outil assez puissant, puis je vais vous parler du solver. Parce que optimisation linéaire au vide, j'attends que je travaille. Excel intègre un solver mathématique d'optimisation linéaire donc, qui permet de résoudre des problèmes. C'est un peu comme une utilitaire d'analyse, il faut les activer dans Excel, tout le monde y a accès, mais ce pas des outils qui sont forcément présents. Vous chercherez sur Internet pour savoir comment les activer, là c'est assez simple, c'est dans le fichier, option, complément, blablabla. Mais ça permet de résoudre des problèmes. Donc, par exemple, imaginons on a un problème d'infirmier qui doit décider du nombre de vaches et de moutons qu'il doit acheter. Il a une capacité de fourrage maximale par année. Il doit avoir au minimum 100 moutons et 50 vaches. Puis, il y a des paramètres que le nombre de fourrages qu'a besoin une vache par an, le nombre de fourrages qu'a besoin un mouton par an, combien rapporte une vache, combien rapporte un mouton. Puis, il veut maximiser ses profits. Donc, par exemple, dans le solver, c'est quelque chose qui est possible. On lui dit, moi, je veux maximiser mes profits. Mes profits, c'est le nombre de vaches fois la somme qu'elle rapporte, c'est le nombre de moutons fois ce qu'il rapporte. Donc ça, c'est une formule qui s'appelle SumProd qui permet une addition de multiplication, en fait. Puis, pareil, pour mes contraintes. Donc, par exemple, si j'ai une dizaine de vaches, je vais avoir besoin de 120 fourrages. Si j'ajoute 20 moutons, j'en ai besoin de 168 par an. Puis, en rentrant tout ça, Excel permet de trouver la solution optimale. Donc, c'est des outils comme ça que, personnellement, je pense que presque personne n'utilisera, mais qui existent. Puis, Excel, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses comme ça dessus. Par exemple, il y a un outil de prévision. Donc, imaginez que vous ayez des données chronologiques. Vous pouvez générer une feuille de prévision avec des intervalles de confiance à 90-50%, comme vous le voulez. Par exemple, vous avez les caractères saisonniers que vous pouvez dire, là par exemple, moi c'est par année, si je sais que mon caractère saisonnier peut être par mois, ou par trimestre, etc. Mais c'est ça, Excel, généralement il y a vraiment beaucoup d'outils, puis c'est pour ça que je ne vais pas tout présenter là, parce que généralement les outils, moi il y en a certainement la moitié que j'ai jamais utilisé, puis ça c'est la même chose pour tout le monde, mais ça permet de répondre à pas mal de questions. Donc maintenant, je vais vous présenter le dernier fichier. Alors, si jamais vous faites vos données, ça c'est des données que j'ai trouvées sur Internet, quand vous écrivez vos données, essayez d'avoir le nombre minimum de colonnes et non le maximum de lignes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est par exemple, il n'y a pas une colonne profit 2018, profit 2019, profit 2020.
Et il y a une colonne profit, une colonne année, puis vous dupliquez vos lignes si nécessaire, mais ça permet dans n'importe quel logiciel que vous allez travailler, en Python, en Excel, vraiment de travailler de manière très efficace. Les tableaux croisés dynamiques, ça permet en fait de résumer votre information. Donc, par exemple, si vous sélectionnez une ligne, vous pourrez appuyer sur CTRL-MAJ, une flèche de droite, une flèche de bas pour sélectionner tout votre tableau. Vous pouvez insérer un tableau croisé dynamique qui permet de résumer toute l'information. Donc, par exemple, imaginons que je veux mon profit par région. J'ai 4 régions, puis j'ai mes sommes de profit. Donc, ça peut être des sommes, ça peut être une moyenne, ça peut être un maximum ou un minimum, mais le tableau croisé dynamique, c'est vraiment un outil très puissant pour résumer vos données. Suite à ça, vous pouvez faire aussi des graphiques différents. Puis, dans une nouveauté de Excel 2019 ou de Office 365, c'est de pouvoir faire des graphiques de cartes. Donc, c'est la même chose que des graphiques. Il faut juste que vos noms, ce soit des noms de pays, puis ça vous génère des cartes automatiquement que vous pouvez gérer vous-même. Donc, ça peut être très pratique. Puis, lorsqu'on met tout ensemble, en fait, on peut avoir des documents à fournir à d'autres personnes pour faire des analyses qui soient qui sont interactifs. Donc, par exemple, ici, j'ai mes différents tableaux croisés dynamiques avec les graphiques qui sont dans mes onglets précédents. Puis, vous pouvez venir rajouter des segments qui, en fait, sont des filtres. Donc, les segments, par exemple, c'est ça ici, par exemple, une colonne année. Vous pouvez les connecter à toutes vos tables croisées dynamiques, puis quand vous allez sélectionner quelque chose dans le segment, ça va venir filtrer dans vos données. Donc, par exemple, si je veux juste les régions centrales, j'ai mes tendances de profit, j'ai les profits par catégorie de produits qui sont vendus, les modes d'expédition, puis les profits par état. Donc ça, vous pouvez le faire pour les années, pour les régions, pour ce que vous voulez. Donc c'est vraiment ça permet de faire des outils interactifs pour d'autres personnes qui ne veulent pas bidouiller directement dans les données brutes.